Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. L'APN, le Conseil de la Nation, la presse écrite et chaînes étatiques ou privées ont suivi avec un grand intérêt et beaucoup de fierté le discours fort et percutant du président de la République lors des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale ordinaire de l'ONU à New York. Le discours du président Tebboune a bien au relief la légitimité de la place pionnière acquise par la diplomatie de notre pays qui bénéficie avec mérite de la confiance et du respect de la communauté internationale, car il s'agit là d'une allocution du haut niveau qui hausse le rang de la diplomatie nationale dont l'Algérie nouvelle a soutenu le Conseil de la Nation. Les exploits réussis réalisés par l'Algérie nouvelle à l'international à l'initiative du président algérien est le reflet d'un succès similaire au niveau national grâce à une politique interne courageuse qui a colmaté toutes les brèches entre le peuple et ses institutions et s'est engagé dans une ère moderne où notre direction clairvoyante a posé les fondements du renouveau politique et la réforme économique, tout en préservant le caractère social de l'État, à travers des stratégies de développement prometteuses, fondées sur la connaissance, la numérisation, l'innovation, la transition énergétique étudiée et l'investissement dans les ressources vitales telles que les programmes des ressources hydriques dans le cadre de la participation des jeunes et de l'autonomisation de la femme. Le Conseil de la Nation a également affirmé que le discours du président algérien aux Nations Unies, coïncidant avec la célébration du 65e anniversaire de la création du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, est une nouvelle affirmation des principes novembristes de l'Algérie nouvelle, où les droits et les libertés sont respectés et préservés, de son attachement aux principes fondateurs de l'organisation et de l'appel du président à réformer ses méthodes de travail de manière à adapter ses objectifs à une réalité internationale variable. Tous les Algériens, sans exception, rêvent d'une Algérie nouvelle, un pays où il ferait bon vivre, où tout le monde serait égal devant la loi, où le vivre ensemble ne serait pas uniquement un slogan, mais une réalité fraternelle, où ces richesses seraient équitablement distribuées, où les faibles et les pauvres seraient considérés, les femmes et les vieux protégés. Ils veulent une Algérie fière, digne et prospère, où chacun aura sa place et son statut. La nouvelle Algérie que promeut le président Tebboune et le pouvoir qu'il incarne va à l'encontre de tout cela. Elle n'est pas celle que souhaitent les Algériens, pas du tout. Elle est virtuelle, elle est embaumée de mensonges, de manipulations et de fraudes et de la politique de l'œuf. Ces contradictions et la répression de toutes les voix discordantes mettent en évidence la fragilité du pouvoir conscient de son impopularité. Notre rapport avec le monde s'est aussi détérioré. Actuellement, la politique étrangère que mène l'Algérie vis-à-vis de ses partenaires et de ses voisins va l'isoler de plus en plus de l'échiquier mondial. Aucun pays ni institution internationale ne solliciteront son avis ou son apport sur les questions qui la touchent de près ou de loin. Le rapport avec le reste du monde se dégrade de plus en plus. L'Algérie n'est plus crédible économiquement et diplomatiquement. Évaluer la crédibilité de notre médiation dans les conflits, c'est évoquer l'état des lieux où nous sommes intervenus. Premièrement, la question Azawad versus pouvoir central de Bamako n'a jamais connu de répit depuis 1994, année à laquelle l'Algérie s'est constituée médiateur. Au contraire, tout observateur aura constaté les différentes révoltes de l'armée malienne. À ce jour, le Mali vit un coup d'État qui a rendu caduc le plan d'Alger de 2015. Deuxièmement, qu'en est-il de la médiation Égypte versus Éthiopie, du Niger versus CEDEAO, sachant que cette dernière lui tourne le dos, de la Russie contre l'Ukraine, on se rappelle lorsque Tebboune demande timidement et sans conviction à Poutine d'accepter la médiation algérienne. Qu'a fait notre diplomatie dans la question palestinienne, le Sahara occidental, la situation en Libye? Partout, il faut avoir le courage et le sens des responsabilités. Ce fut des échecs, des rejets de notre pays qu'on ne cesse humilier.
L'Algérie est-elle malade du syndrome de médiation? Elle qui n'a aucun moyen dissuasif ni convaincant pour ce type de règlement pacifique. Sur le plan intérieur du temps de Bouteflika, les libertés étaient plus ou moins respectées. Les différents pouvoirs maîtrisaient les enjeux. Aujourd'hui, toute voix discordante est menacée de maltraitance par les services ou de prison par la justice. Le pouvoir actuel n'a rien d'autre à proposer aux Algériens. Que reste-t-il à l'Algérie comme allié solide? Aucun. Le seul allié qu'aurait pu avoir ce pouvoir aurait été son peuple. Comment persuader le commun des Algériens que la nouvelle Algérie qu'on lui propose n'est pas celle qu'il imagine, celle dont il rêve, mais celle qu'on lui impose de force par la répression et l'asservissement? Si la jeunesse est l'avenir de toute nation, celle d'Algérie ne bénéficie d'aucune perspective prometteuse. Rien pour elle dans un État où les libertés fondamentales reculent et où l'économie et le marché du travail sont à tonnes. Diplômés ou non diplômés, les jeunes vivent une situation difficile, faite de débrouilles, de petits boulots et souvent de marginalisation. Quitter le pays devient pour beaucoup une obsession que les pouvoirs successifs ne font pas grand-chose pour contredire. Comment pourra-t-il encore s'abreuver d'espoir quand sa situation se dégrade de jour en jour? Tout le système de l'Algérie nouvelle de Tebboune repose sur le mensonge, le déni de réalité, l'incompétence avérée et l'impéritie totale. Son maintien en état devient une véritable menace pour le pays. L'Algérie de Tebboune dénie de réalité, l'incompétence avérée et l'impéritie totale. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Khadoul Chouicha, professeur universitaire, coordonnateur national du SIS, ce qui est donc syndicat des enseignants supérieurs. Khadoul Chouicha est avec nous par Skype. Khadoul Chouicha, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Khadoul Chouicha, est-ce que vous m'entendez? C'est non. Je vous entends, mais est-ce que oui. vous m'entendez? On vous entend, il y a un petit souci de connexion. On vous entend, ça se coupe, mais on vous entend. On va essayer de régler ça. On va essayer de régler ça très rapidement. On aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Nabila Smaïl, qui est avocate, mais aussi militante politique. Maître Nabila Smaïl est avec nous aussi par téléphone depuis Alger. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, maître. Zouflaouen, bonsoir et merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup, maître Yatik Saha, d'avoir accepté l'invitation. Je ne sais pas si on a Khadoul Chouicha est toujours avec nous. On va commencer avec Maître Nabila Smaïl. On va commencer avec vous, Maître Nabila Smaïl. Comment peut-on évaluer donc le discours de Abdelmadjid Tebboune à l'Assemblée générale de l'ONU? Donc, il a parlé donc de l'Algérie par rapport donc à sa diplomatie, mais aussi par rapport à la situation des droits de l'homme. Comment vous avez trouvé son discours, Maître Nabila Smaïl? Franchement, moi je dirais que c'est un discours qui est destiné à l'exportation, c'est un discours qui est destiné à la consommation extérieure. Malheureusement, qui ne reflète pas la réalité des Algériens, qui ne reflète pas la réalité du citoyen algérien, qui continue à souffrir et à subir une répression qui ne trouve aucun sens, qui ne trouve aucune raison, qui continue à réclamer son droit à la citoyenneté.
Donc c'est un discours qui malheureusement est en totale contradiction avec la réalité interne. Et c'est un discours qui est prononcé au moment où le rapporteur spécial des Nations Unies est en Algérie, où il rencontre des militants, des avocats, des membres d'associations, des anciens détenus. Donc je ne sais pas comment qualifier ça. Moi, ce qui me fait mal, c'est que nous sommes un pays où tous les pays ont des ambassades, ils ont des sièges de consulats. Donc ils ont des rapports quotidiens sur la situation interne du pays. Ils ont leur rapport sur la situation des droits de l'homme en Algérie. Donc ça me fait mal d'entendre un discours qui est en diapason avec ce que nous vivons. Et vous savez que pas plus tard qu'il y a une semaine, l'Union des barreaux algériens avait annoncé qu'ils allaient entamer une grève d'une semaine pour contester et pour dénoncer les deux projets de loi très dangereux qui ont été adoptés par le gouvernement, par le Conseil du gouvernement, qui est actuellement au bureau de l'APN. Et si ce n'était le cri de colère de l'Union des barreaux algériens, ces deux projets de loi seraient passés sans aucune discussion. Un projet qui vise à réviser tout le code procédure pénale et à abroger le code actuel pour mettre en place un code qui réprime les libertés en toute légitimité. Ça, c'est très très grave. Si le citoyen algérien, si le concitoyen algérien pouvait prendre connaissance du contenu de ces deux projets, je ne sais pas quelle va être la réaction du peuple, parce que c'est un projet de loi qui est contraire à toutes les conventions ratifiées par l'État algérien. Ce sont deux projets de loi qui sont en porte-à-faux avec la constitution du système, et ce sont deux projets de loi qui visent non seulement à réprimer les libertés qui sont déjà réprimées, et aussi à museler la défense et à limiter le champ d'action et le champ d'intervention de la défense jusqu'à permettre à un juge de ne pas mettre à la disposition d'un avocat le dossier de son client. Donc, vous savez, nous avons atteint un degré de répression, un degré d'étouffement des libertés qui pourrait engendrer une révolte, qui pourrait engendrer une colère, parce que ça ne rime à rien. Rien ne justifie cette méthode de gouvernance, rien ne justifie ce double langage, un langage destiné à l'extérieur et une répression destinée à l'intérieur. Il n'y a rien qui le justifie. Et ce qui me fait peur réellement, c'est ce bouillonnement. Ce qui me fait peur, c'est ce volcan qui est en train de rugir de l'intérieur. Et cette situation, je suis pas la seule à le dire, cette situation pourrait aboutir à une explosion, et cette explosion pourrait faire beaucoup de mal à la stabilité du pays. Donc, mais Nabil Esmaïl, pourquoi se dénier de réalité? Vous avez parlé donc du double langage. On va écouter Abdelmadjid Tebboune, ce qu'il a déclaré donc à cette assemblée générale de l'ONU. On l'écoute surtout par rapport à la situation des droits de l'homme. Et je reviens à vous. وبلادي تؤمن إيمانا عميقا بأن احترام حقوق الإنسان وترقيتها هو حجر الزاوية لأي نظام سياسي ذي مصداقية، وتعمل على تعزيزها بكل الوسائل الممكنة، وهو إيمان نابع من تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان. ويعد التعديل الدستوري في بلادي سنة 2020 إشهادا
على قناعاتنا بضرورة تعزيز الحقوق والحريات، حيث نص صراحة على أنه لا يمكن أبدا المساس بجوهرها، مكرسا في أحكامه المساواة بين كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات. Le maître Nabil Ismail, on a entendu Abdelmajid Tebboune qui dresse un bilan de la situation des droits de l'homme qui est tout à fait contraire par rapport donc à votre récit de la réalité. Il parle aussi de كل نظام سياسي ذو مصداقية. Chaque système politique qui a cette légitimité, alors que la question qui se pose de cette crise que vit notre pays, c'est la question de la légitimité. Mais il a parlé de tout système politique. Il n'a pas parlé du système politique algérien. Yeah. Il a parlé en théorie, il a complètement raison. كل نظام سياسي, absolument. كل نظام سياسي. Il n'a pas parlé du نظام سياسي الجزائري. Donc il faudra qu'on se mette d'accord. C'est tout à fait vrai. Ce qu'il a dit est tout à fait vrai. Sauf que l'Algérie constitue l'exception à cette règle. Parce qu'il n'y a pas de système politique qui ne soit pas basé sur le respect des libertés. Or, nous n'avons pas de système politique. Nous avons un système qui a squatté le pouvoir depuis 62. Nous avons un système qui a toujours gouverné par le mensonge, le déni de la réalité et la répression. Nous avons un système qui a toujours réprimé les libertés, le droit à la citoyenneté, qui a toujours eu des détenus politiques, à commencer de 63 à ce jour. Donc quand on parle de la théorie, monsieur le chef de l'État avait parfaitement raison. Mais il n'a pas parlé de l'exception qui est l'Algérie. Parce que l'Algérie ne rentre pas dans la norme internationale. Et ce qui me fait vraiment mal, c'est que l'Algérie, qui est considérée comme étant un membre observateur dans le Conseil des droits de l'homme depuis octobre 2022, continue à réprimer et à écraser les conventions qu'elle a ratifiées. Elle continue à réprimer les journalistes, elle continue à faire des ISTN contre des avocats, elle continue à réprimer des militants, elle continue à refuser un autre son de cloche, si ce n'est le son de cloche du pouvoir et qui arrange le pouvoir. Elle continue, il a cité la concrétisation des droits de l'homme dans la Constitution de 2022. De 2021. Or, la Constitution de 2021, que tout le monde avait contestée, il est vrai qu'elle consacre les libertés, qu'elle consacre le droit à l'opposition, elle consacre le droit au rassemblement, elle consacre le droit aux libertés individuelles, elle consacre et elle sacralise le travail des journalistes, elle interdit l'emprisonnement des journalistes et les poursuites et les peines d'emprisonnement contre les journalistes. Que fait Ihsan El-Qadi et Moustapha Benjemaï en prison? Que fait Brahim Lalami en prison? Que font les militants politiques? Pourquoi ils sont tous frappés d'ISTN? Alors que l'ISTN, elle a ses règles dans le code de procédure civile et en confond, le système a inventé une notion ou un terme qui s'appelle une fiche de suivi, qui est une fiche policière, et ils l'ont transformée en ISTN alors que aucun juge n'a rendu une ISTN contre les cas que nous avons eu à étudier. Donc il y a un déphasage entre la réalité, le langage, le discours, les textes. Vous savez, c'est le mal de tous les pays aveugles et autoritaires, totalitaires. Ils instaurent des textes parfaits, mais en pratique, c'est tout le contraire. Donc ça me fait mal de constater que mon beau pays, que ma chère Algérie est devenue une risée. Ça me fait mal de constater que nous avons des textes qu'un pouvoir refuse de respecter. Ça me fait mal de constater que nous avons un peuple qui continue à réclamer des droits essentiels et des droits
presque fondamentaux pour son existence, le droit de s'exprimer, le droit de manifester, le droit d'avoir des droits. Et ce n'est pas normal qu'en 2023, où l'Algérie prétend avoir une place dans le monde, avoir une place sur l'échiquier mondial, continue à réprimer un jeune et continue à ignorer cette réalité qui fait que tous nos jeunes, vous l'avez bien dit dans votre interro, tous les jeunes n'ont qu'un seul rêve, c'est quitter l'Algérie. Voilà la réalité. Donc, restez avec nous, Nabila Smaïl, parce qu'on va revenir sur ce rapport qui a été publié par Amnesty International. Et je peux lire l'Algérie, le gouvernement doit cesser de réprimer les droits et libérer immédiatement les journalistes incarcérés. Donc c'est le titre de cette publication de Amnesty International. On va revenir à notre invité, Qaddour Chouicha, qui est avec nous aussi, professeur universitaire, coordonnateur national donc, du syndicat des enseignants supérieurs. Qaddour Chouicha, vous avez entendu le récit accablant de la situation des droits de l'homme de Maître Nabila Smaïl. Quelle est votre réaction par rapport aussi au constat du Abdelmajid Tebboune par rapport à la situation des droits de l'homme en Algérie, mais aussi il faut rappeler que vous avez rencontré le rapporteur de l'ONU, Monsieur Voul. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Qaddour Chouicha? Premièrement, sur la réalité que nous vivons. Nous suffire de ce qu'a dit le ministre russe des Affaires étrangères lorsqu'il a essayé d'expliquer pourquoi des pays ont été acceptés dans les BRICS et d'autres non. Il a dit tout simplement que les pays qui ont été acceptés, c'est des pays qui pèsent, que ce soit du point de vue le pays n'a pas été accepté, malgré le fait qu'il y a eu un voyage du président Tebboune en URSS. Il y a eu un discours pour dire nous sommes liés, c'est une alliance. Mais finalement, on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Donc les gens savent ce qui se passe. Maintenant, la question que vous avez posée, pourquoi tout ça? Je pense que c'est parce que pour qu'une personne se décide à se mettre debout et à lutter, il faut qu'elle soit informée. Parce qu'il y a deux niveaux de conscience. Il y a ce qu'on appelle la conscience sociale, c'est-à-dire une personne qui vit très mal, qui a des problèmes pour se soigner. Il a une conscience sociale puisqu'il le vit. Mais pour que ça devienne une conscience politique, Qaddour Chouicha, on va essayer de se ramener à la question. Je suis vraiment désolé. On va essayer de vous rappeler. Vous allez faire l'intervention par téléphone parce que apparemment il y a un petit souci de connexion par Skype et on n'arrive pas à vous entendre clairement. Le message n'est pas très audible et je sais que c'est très important ce que vous êtes en train de dire. Donc, on va essayer de vous rappeler, espérant que l'intervention par téléphone sera beaucoup meilleure que le Skype. Nabila Smaïl, on va revenir bien sûr sur... Vous avez parlé de cette visite du rapporteur de l'ONU, donc, qui est donc, le Conseil de l'ONU des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Parce qu'on peut dire aussi de l'autre côté, Nabila Smaïl, qu'il a été autorisé à rencontrer des militants politiques qui ont été des détenus politiques, des anciens détenus politiques, si on peut dire, ce qui est une bonne chose pour beaucoup qui soutiennent ce régime, si on peut dire. C'est une question ou un constat? Une question. Bon, la question, je la trouve pas. Mais bon, je pourrais dire que, écoutez, vous savez, moi, c'est une visite qui a été reportée depuis je ne sais pas combien de temps.
Combien d'années? Et je pense que tant qu'on n'a pas changé les mécanismes des Nations Unies, on ne peut pas parler de... Il est vrai que le pouvoir, il est fort dans ce genre de manipulation. Laisser rentrer le rapporteur spécial, rencontrer des anciens détenus, voilà, c'est pour dire, blé, voilà, on n'a rien à cacher. Vous rencontrez qui vous voulez. Ils ont invité des avocats ont été voir. Ils ont invité des membres de la société civile. Et après. Quels sont les mécanismes de l'ONU pour faire respecter les droits de l'homme? Voilà la question qui se pose. On a beau disserter, on a beau rester des heures et des heures à parler des violations, et après, à ne pas confondre avec un appel à l'ingérence. C'est plutôt un appel à cesser avec cette hypocrisie. Parce qu'il est vrai qu'un reporter, surtout que l'Algérie est maintenant membre observateur du Conseil des droits de l'homme, donc elle est soumise, je parle des pouvoirs publics. Les pouvoirs publics sont soumis au respect des règles du jeu. C'est-à-dire qu'on est membre dans une association ou dans un parti politique ou dans un conseil international des droits de l'homme, il faudra qu'on se soumette aux règles du jeu, il faudra qu'on se soumette à la charte de ce conseil, et à commencer par respecter et rendre des comptes. Mais quels sont les mécanismes que détient l'Observatoire des droits de l'homme pour obliger les États à respecter leurs engagements internationaux? Attention, الأيادي الخارجية ولا التدخل في شؤون الدولة. وش التدخل في شؤون الدولة؟ Tu as accepté d'être membre à l'ONU, tu as accepté d'être membre dans le Conseil des droits de l'homme, tu acceptes les règles du jeu ou tu sors. Si je parle au rapporteur spécial et que je lui dresse un tableau noir de la situation des droits de l'homme, c'est dans quel but? C'est dans le but de rappeler à mon gouvernement ses obligations envers les chartes internationales. C'est pas Béchid, il va prendre un rapport, il va partir, il va dire finalement ça ne va pas du tout. Et après, pourquoi ils savent pas que ça ne va pas? Ils ne savent pas qu'il y a une pétition qui a atteint 20 000 signatures pour libérer Ihsan al-Qadi. Ils ne savent pas qu'il y a une lutte féroce pour que cesse la répression au nom de je ne sais pas quelle loi qui n'est pas écrite. Ils ne savent pas qu'une présidente d'un forum des hommes d'affaires a pris la fuite parce qu'elle a adressé un courrier au chef de l'État l'invitant à arrêter la répression contre les industriels. Ils ne savent pas qu'elle a pris la fuite parce qu'elle a peur de représailles. Ils ne savent pas qu'il n'y a pas le respect de séparation de pouvoir en Algérie. Ils ne savent pas que l'appareil judiciaire est au service de l'exécutif. Ils ne savent pas tout ça. Donc arrêtons. Dans le pouvoir les a laissés venir après je ne sais pas combien de reports, mais quelle est la suite? C'est ça qui m'intéresse. Et pourtant, Abdelmadjid Tebboune et Nabila Smaïl, vous avez parlé que l'Algérie a ratifié tous les traités concernant l'ONU, concernant ce Haut Conseil des droits de l'homme, mais d'autres organisations aussi. On écoute Abdelmadjid Tebboune par rapport à ça. On l'écoute. إن بلادي التي حظيت بدعم وثيقة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لنيل العضوية فيها هي طرف في معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتعمل بكل حرص على تعزيز تعاونها معه ومواصلة تنسيقها مع مختلف هيئات المعاهدات المعنية بحقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدولي الشامل، حيث قدمت بلادي في نوفمبر 2022 تقريرها الوطني الرابع في إطار هذه الآلية. On a entendu Abdelmadjid Tebboune. Maître Nabila Smaïl, le constat d'Abdelmadjid Tebboune, bien sûr, on l'a dit, entre récit et réalité, ou fiction et réalité, mais quand on ratifie donc ces traités,
c'est que l'Algérie a obligation à répondre positivement. D'expliquer un mécanisme que tout le monde doit garder en tête. Est-ce que vous savez que la Constitution de novembre 2021 a donné la suprématie, a donné la priorité aux conventions internationales ratifiées par l'Algérie qui font obligation aux magistrats. Les conventions ratifiées par l'État algérien sont suprêmes à la loi interne. Ça, c'est la constitution algérienne qui le dit. Or, nous, quand on plaide les dossiers du Hirak, les dossiers des détenus d'opinion, on évoque ces conventions internationales, notamment la Convention sur les droits politiques et civils, dans tous les articles, dans tous ces articles. On évoque le droit à l'action politique, le droit de constituer des partis politiques, le droit au respect des libertés, le droit aux manifestations. Tous ces droits-là sont ratifiés, sont édictés par la Convention, le traité international des droits civils et politiques, ratifié par l'Algérie, et rien. Le juge est là à vous regarder comme si vous veniez d'une autre planète. Il n'a que le code pénal et il n'a que l'article par lequel le procureur a demandé une poursuite. ما لا بالو لا بالاتفاقيات لا بالدستور اللي قال لك الاتفاقيات المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية تسمو على القوانين الداخلية. وجي تقول لي باللي il y a un travail d'aide, de coopération, Écoutez, ça fait très mal d'être dedans, de subir cette violence morale qui constitue la violation de toutes les lois de la République. Très bien. Ça fait mal de constater cette violation au quotidien. Comment peut-on enlever un jeune, le faire disparaître pendant 6 jours, le faire réapparaître pour dire qu'il est mis sous contrôle judiciaire? Et là, vous parlez de Abdeslam Bonatero, un jeune hirakiste, si on peut dire, de Bjaïa. Absolument. Parce que si ce jeune connaissait ses droits de citoyen, il aurait déposé plainte parce qu'on ne lui a pas permis de donner le coup de fil, le coup de téléphone, qui est à sa famille, ses proches. On ne lui a pas permis d'appeler ni sa famille, ni un avocat, ni un proche pour lui indiquer l'endroit où il se trouve. Donc quand on commence par... C'est pas des choses basiques, ça c'est des fondamentaux, ça c'est les ABC du droit. Et c'est dans le code de procédure pénale. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans la loi de la République. Pourquoi aller vers ces agissements? Pourquoi se taire devant ce genre d'agissement? Pourquoi il n'y a que les avocats qui dénoncent? Pourquoi il n'y a que les avocats qui continuent à crier haut et fort qu'il est temps de sauver ce pays, parce qu'on ne peut pas construire un pays en réprimant les libertés. Très bien. Maître Nabil Esmaïl, restez avec nous. Vous avez parlé de la situation de ce jeune hirakiste, Abdeslam Bonatero, de la région de Bjaïa. On regarde cette petite vidéo et je reviens à mes invités juste après. مساء الخير أيما. مساء الخير. أيما ينوال بليك إميم هليم يروح قلت لي هو دي بنرا ولا ثن عرورم. يترليش يا أخت هذا يروح فارماسيان هادي ياخد دواء يجماس ومن بعد ولا شيث ومن بعد نانيد سين الواش وسط منيد نانيد ميم وينت لانسنات طونوبيلات يوث قريب يوث بلون يوث لا بيجو يوث لا هونداي لا بيجو نيا 301 le matricule 16. Donc la maman de Abdeslam Bonatero qui est en train de raconter donc comment ça s'est passé, l'enlèvement de son fils. 6 jours après, donc on apprend, comme elle l'a dit, Maître Nabil Esmaïl, qu'il est inculpé, donc incarcéré. Je pense qu'on a Qaddour Chouicha par téléphone. C'est Qaddour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Désolé, c'est Qaddour.
un petit souci donc de connexion. Alors, je vais vous laisser la parole, Qadour Chouicha. Vous avez entendu donc Maître Nabil Esmaïl, mais revenons aussi sur votre expérience. Vous étiez arrêté dans le passé, vous avez passé de la prison. Qu'est-ce que vous en pensez de la situation des droits de l'homme en Algérie, mais aussi, si vous pouvez nous dire comment que ça s'est passé, votre rencontre avec ce rapporteur de l'ONU, Monsieur Voul. Je commence par adresser un salut à notre ami Maître Nabil Esmaïl, l'avocate qui a traversé l'Algérie de long en large pour défendre les Algériens, des citoyens et des citoyennes. Maintenant, je voudrais aussi corriger une chose. C'est vrai que je suis coordonnateur du syndicat des enseignants supérieurs solidaires, mais je suis aussi vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Absolument, oui. Et je suis aussi celui, et nous sommes dans la Ligue, dont les membres ont été les plus persécutés. Et c'est pourquoi aussi nous avons tout fait et nous avons pu déposer une plainte en appel, un recours en appel devant le tribunal administratif d'Alger à cause de la dissolution arbitraire de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Donc c'est ces deux casquettes qui font que j'ai subi, comme vous avez dit, la répression, la prison. L'emprisonnement. L'emprisonnement avec mon épouse, avec mon fils qui a été tabassé. Donc c'est pourquoi je subis tout ça. Mais ça, c'est un constat que tout le monde peut faire. On a des milliers d'Algériens qui sont passés par la case prison. Et je veux faire une remarque, c'est que je considère que nous devons parler de ceux qui sont en prison. Mais nous devons dire en plus quel est le nombre de prisonniers, mais nous devons dire quel est le nombre de ceux qui sont passés par la prison, parce qu'on a l'impression qu'il y a toujours autour de 300 prisonniers, mais en réalité, il y a des milliers qui sont passés en prison. Il y a une sorte de ça tourne. Donc il faut citer les deux chiffres. Il faut citer le nombre de contrôles judiciaires, ceux qui sont sous contrôle judiciaire. Il faut citer ceux qui sont soumis à une ESPN. Il faut qu'on donne un visage global de ce qui se passe comme répression en Algérie. C'est à ce seul titre qu'il faudra avec le temps faire pression. Et par rapport à ce que disait mon ami Nabil Esmaïl, n'oublions pas, c'est-à-dire les gens croient des fois que faire ce qu'on est en train de faire, contacter le Conseil des droits de l'homme, le Haut Commissariat, les rapporteurs, ne sert presque à rien, mais non, c'est absolument faux. N'oublions pas que l'Afrique du Sud, qui était fondée sur un racisme énorme, a été lâchée par des pays qui défendaient l'apartheid, a été lâchée pour que les habitants, les Africains du Sud, retrouvent leur liberté. Nous devons aller vers cette direction. Donc, en ce qui concerne la venue du rapporteur spécial, mais je précise, c'est le rapporteur spécial chargé de la liberté de manifestation et la liberté de réunion. Donc, c'est pour que les gens apprennent. C'est-à-dire, quand il est venu discuter, mais simplement de ça. Alors que j'ai constaté que des gens, même ceux qui ont discuté avec lui parlaient de tout. C'est vrai qu'il y a une soif de parler du déni de droit que nous vivons tous, mais il faut apprendre à gérer ça. Quand un rapporteur vient avec un mandat précis, il faut parler de ce mandat. Le rapporteur est assez poli pour ne pas couper ceux qui vont dans toutes les directions, mais c'est pas ça son problème. Son problème, c'est son mandat. Donc, nous avons eu ce rapporteur, on a discuté avec lui, comme il a discuté à Alger avec d'autres Algériens et Algériennes, il a discuté aussi à Oran, et nous avons essayé de le mettre en courant de multiples affaires qui font que la liberté d'association et la liberté de manifestation ne sont pas du tout respectées en Algérie, quoi qu'on en dise. De réunion, quoi qu'on en dise, elle n'est pas respectée, tout simplement. Donc, les rapporteurs doivent avoir des éléments fiables pour pouvoir utiliser. Donc, on lui a soumis des dossiers. Nous lui soumettrons aussi d'autres dossiers pour montrer en quoi ce que nous disons est vrai.
Mais nous avons aussi essayé de dire à ce rapporteur que nous pensons que, vu la situation que vit l'Algérie, il est nécessaire que les rapporteurs ne travaillent pas chacun tout seul. Il est nécessaire que les rapporteurs se mettent à faire des contributions un peu collectives, et ça a été déjà fait, puisque dans le cas de mon épouse et mon cas, il y a 8 rapporteurs qui ont fait une fois une communication, puis 5 rapporteurs. Pourquoi? Parce que la répression a de multiples visages. Et on ne peut pas parler que de la liberté de réunion et de la liberté d'association. Parce que c'est lié, si on vous laisse, on vous enlève ce droit, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller à la justice. Est-ce que la justice est indépendante? Donc il y a un rapporteur chargé de l'indépendance des magistrats et des avocats. C'est pourquoi, par exemple, par rapport à ce que disait Nabila Ismail, il faut aussi que dans ce pays, tous ceux qui sont touchés sur telle ou telle question contactent les rapporteurs. Donc, par exemple, les avocats doivent de se faire une règle entre eux, quand il y a des dénis, de faire des rapports au rapporteur spécial chargé de l'indépendance des magistrats et de la justice. Il faut accumuler les dossiers. On n'a pas le choix, il faut accumuler les dossiers. Pourquoi? Parce que nous savons que le Conseil des droits de l'homme, c'est un conseil qui est représenté par des représentants du gouvernement. Donc c'est là où les intérêts jouent beaucoup. C'est pourquoi on a l'impression que le Conseil des droits de l'homme ne fait que donner des recommandations et oublier. Non, il y a des intérêts qui pèsent. Et pour que ces intérêts ne pèsent plus beaucoup, il faut une pression globale, pas simplement de quelques éléments. Il faut une pression globale, et tous ceux qui sont touchés, il faut qu'ils apprennent, comme avait dit notre ami Nabila Ismail, celui qui a été maintenu en garde à vue sans qu'on lui donne le droit de contacter ses parents ou bien un avocat, il faut l'aider pour qu'il fasse une plainte pour le rapporteur spécial concerné. Il faut que l'Algérie entière, tous ceux qui ont subi cette répression, fassent de cela un réflexe, un mécanisme pour montrer l'étendue de la répression en Algérie. On n'a pas d'autre solution. On attend. Très bien. Est-ce que vous avez parlé, Redoul Chouicha, est-ce que vous avez parlé de la Ligue algérienne des droits de l'homme, la dissolution donc de cette ligue? Bien sûr, on a parlé. Je vais vous donner la parole. Rappelons que le rapport de l'Amnesty International qui est sorti hier, le gouvernement doit cesser de réprimer les droits et libérer immédiatement les journalistes incarcérés. Est-ce que vous pensez que ces pressions vont pousser le régime à changer de politique en termes des droits de l'homme? À la longue, si tout le monde s'il y a une profusion de rapports sur ce qui se passe en Algérie, petit à petit, ça viendra. Regardez d'ailleurs, je pense que les gens ne se rendent pas compte, regardez la situation dans laquelle se trouve notre pays. On est comme un territoire qui est entouré de zones presque ennemies ou bien inamicales, je dirais. La situation est très grave, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une situation où les gens peuvent se sentir à l'aise ou bien la fausse stabilité qui existe dans notre pays risque d'éclater à tout moment. Et ce pour diverses raisons. Donc il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas continuer à se tenir comme ça à carreau. À la limite, se tenir à carreau, envoyer des rapports, faire des pressions pour qu'au niveau international, il y ait un changement d'attitude. D'ailleurs, il y a des changements d'attitude. Nous ne sommes pas mis au secret de tout ce qui se trame entre les différents gouvernements. Mais preuve en est que, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on a essayé de nous vendre l'idée que la Russie est l'ami de l'Algérie. Et à la fin, Lavrov sort avec une position qui dit que presque l'Algérie ne compte pas, c'est rien du tout. Donc, ça veut dire qu'il y a des bouleversements. Nous devons, au moins au niveau du front intérieur, faire en sorte qu'au niveau international, les gens soient acculés, comprennent qu'ils doivent être beaucoup plus rigoureux avec le régime en Algérie
pour demander des comptes, pour leur demander le respect, comme avait dit Nabila Smaïl, de respecter les conventions que le BOA lui-même ratifie. Ratifié. Très très bien. Restez avec nous, Khaddoul Chouicha. Maître Nabila Smaïl, il ne me reste pas beaucoup de temps. J'aimerais partager ces 2 petites minutes avec vous et Khaddoul Chouicha. Le titre de l'émission, bien sûr, l'incompétence, le déni de réalité, mais aussi l'incompétence avérée. On a entendu Abdelmadjid Tebboune déclarer un chiffre par rapport au dessalement. On l'écoute et je reviens à vous très rapide. فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300 مليون متر مكعب يوميا. 1,300 مليون متر مكعب يوميا. 1,300 مليون متر مكعب يوميا إن شاء الله. L'Espagne n'est pas seule à dessaler l'eau de mer. Dans le monde, les usines se multiplient. Les 5 premiers producteurs sont l'Arabie Saoudite, 7,7 millions de mètres cubes par jour. Les États-Unis, 7,5. Les Émirats Arabes Unis, 6,1. L'Espagne, 3,4. Le Koweït, 2,3. Les déclarations, les chiffres de Abdelmadjid Tebboune qui ont étonné les spécialistes. Il parle de 1,3 milliard de mètres cubes par jour en termes d'eau de dessalement. On a eu beaucoup de commentaires, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Nabila Smaïl, la gravité de la situation et quand on voit cette incompétence au sommet de l'État, est-ce qu'on est inquiet de l'avenir de notre pays? Très rapidement, Nabila Smaïl. D'abord, je me permets de vous corriger, cher Nassar. Je n'ai pas dit que le jeune de Béjaïa Bonatero a été incarcéré. J'ai dit après 6 jours, il est interrogé et mis sous contrôle judiciaire. Vous avez dit que j'avais dit ça? Non. Il est sous contrôle judiciaire. Il n'a pas été mis sous mandat de dépôt. Vous dites que la situation fait peur. La situation fait vraiment peur parce que vous savez, cette incompétence est surtout est vraiment ressentie à tous les échelons et à tous les niveaux. Une incompétence à tous les niveaux. Et ça clignote de partout. Maintenant, vous parlez de politique de chiffres. Moi, je me souviens que j'ai fait 2 mandats comme élu à la PMU de Tizi Ouzou. Je me souviens que quand le Wali lisait son bilan, les chiffres qu'il donnait nous donnaient le tourné. Donc c'est exact, c'est la politique des statistiques, la politique du gonflement des chiffres, la politique de je donne le chiffre que je veux et tu fais ce que tu veux après. Donc ça, c'est une maladie. Ce pouvoir est malade des chiffres qu'il gonfle pour cacher son incompétence, pour cacher la réalité. Donc nous sommes habitués à ça. Mais ce qui me fait mal, c'est de faire rire. C'est ça qui me fait mal. Vous avez cité, juste après vous avez cité le classement des pays dans le domaine de dessalement de l'eau. Nous ne figurons même pas parmi ces pays-là pour dire que nous allons produire 10 fois plus que tous les pays qui ont été cités. Donc je pense que ce pouvoir est perdu. Il se perd dans ses mots, il se perd dans ses constats. Il n'y a pas de bilan, il n'y a pas de feuille de route, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas d'orientation. C'est au jour le jour. Ça fait peur. Ça fait peur parce que gouverner un pays comme l'Algérie, avec un potentiel une jeunesse comme la nôtre, à l'aveuglette, je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener, mais je dirais Rabbi Yistar le bled. Rabbi Yistar. Merci Nabila Smaïl. Très bien, juste pour rectifier, donc vous avez dit sous contrôle judiciaire, vous avez parlé donc à Abdeslam Bonatero, que je rectifie. Très rapidement, Khaddoul Chouicha, désolé, parce que le temps nous presse. Je vous laisse le mot de la fin. Nabila Smaïl est en train de dire Rabbi Yistar par rapport à l'avenir de notre pays. Est-ce que la question qu'on se pose, bien sûr, est-ce qu'il y a un pilote dans cette Algérie, si on peut se poser cette question? Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, il y a plusieurs pilotes.
Mais chacun veut aller dans une direction différente. C'est tout le problème, parce que quand on parle d'incompétence, c'est un chiffre concernant le volume de l'eau qui va être dégagé. C'est un chiffre qui a traîné depuis longtemps et beaucoup ont fait des critiques. Donc on s'attendait à tout le moins qu'il y ait une correction, puisque pour que ça soit acceptable. Mais en fait, c'est pas ça l'important. On veut nous engager dans des petites critiques de ce type. Moi, le vrai problème, c'est les Algériens doivent comprendre que le manque d'eau est dû à une politique, à une mauvaise politique. Et les Algériens le vivent. J'ai pas besoin de leur dire on a pu rendre disponible 1 milliard ou 5 ou 10 ou 20 ou 30. Et vous leur donnez n'importe quel chiffre. Mais du moment qu'ils se lèvent le matin et qu'ils savent qu'il n'y a pas d'eau, ce chiffre, à la limite, ne représente rien. Ne représente rien pour lui. C'est pourquoi j'ai dit au début, il y a la conscience sociale et il y a la conscience politique. D'une manière évidente, la conscience sociale maintenant est partagée par la majorité du peuple algérien parce qu'ils vivent difficilement. Mais il faut leur donner une image complète, il faut leur expliquer pourquoi tout cela, pour qu'ils arrivent à une conscience politique. Merci. Barakallahu fik Qaddour Chouicha, merci beaucoup. Et on s'excuse parce qu'il y a eu des petits soucis donc de connexion. Vous n'avez pas eu le temps qu'il faut. On vous promet de vous donner encore d'autres occasions dans d'autres émissions pour vous exprimer. Merci à vous Qaddour Chouicha, professeur universitaire, mais aussi, vous l'avez rappelé, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme et coordonnateur donc national du SISS, donc qui est le syndicat des enseignants supérieurs. Merci aussi à Maître Nabil Esmaïl qui était avec nous depuis Alger.